Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Mitton, directrice du pôle Management et Soft Skills et je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle formation Flash. Nous sommes en direct pendant environ 1 heure. Et vous aurez bien évidemment la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat situé à droite de votre écran. Bien évidemment, vous aurez accès à cette présentation qui vous sera adressée par Thomas. Thomas, donc d'ailleurs, qui nous assistera techniquement pendant toute cette présentation. Aussi, si vous rencontrez des difficultés d'ordre audio ou visio, n'hésitez pas également à le solliciter au travers du chat. Pour animer notre formation flash sur les achats responsables ou comment adapter vos processus d'achat, j'ai fait appel à notre experte Karen Gezols. Mais avant d'aborder en détail le sujet qui nous intéresse, permettez-moi de vous présenter en quelques mots notre groupe. Le groupe M2I, c'est plus de 2500 formations, toutes disponibles en présentiel et distanciel, et animées par nos experts avec le même engagement et la même qualité pédagogique. Nous proposons également des formations qui bénéficient de certifications et qui sont donc éligibles au CPF. Comme vous l'avez vu, nous avons une implantation nationale, voire internationale, avec 35 agences en France. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à Karen, mais juste avant, Thomas va vous présenter un sondage. Voilà, vous allez pouvoir avoir accès à votre sondage, il est disponible, je le vois sur l'écran. Et donc, pour connaître le public, les personnes qui sont présentes aujourd'hui, et de manière à ce que Karen puisse mieux adapter sa présentation, nous avons préparé avec Thomas ce sondage. Merci Céline pour cette introduction. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Karen Gezols, professionnelle en achat industriel pour avoir travaillé plus de 15 ans dans différentes structures, achats, donc multinationales, PME et aussi à l'international. Et puis plus récemment, sur les 40 ans, je me suis spécialisée sur les achats responsables en faisant une thèse qui m'a donné l'opportunité de rencontrer plusieurs structures, grosses et plus petites, qui mettaient en place des achats responsables, leur poser des questions, comprendre leur fonctionnement. Et ce qui m'amène du coup aujourd'hui à vous parler d'achats responsables. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai participé au grand livre de la RSE qui vient d'être édité par Duno sur le chapitre de la supply chain et des achats responsables. Voilà. Alors, est-ce que Thomas, on a les résultats du petit sondage qui a été fait? Oui, bonjour Karen et bonjour à tous et toutes. Alors effectivement, nous avons déjà des réponses sur les 3 sondages. Donc sur le premier sondage, avez-vous des connaissances sur les achats responsables? Nous avons 43% qui répondent un peu, mais j'ai des questions. Je souhaite actualiser mes connaissances, donc également à 43%, et 13% qui nous disent pas du tout. Pour la deuxième question, avez-vous mis en place une stratégie d'achat responsable dans votre entreprise? Nous avons 75% de non et 22% de oui. Et depuis combien de temps? Donc c'est très serré. On a 33% pour les moins d'1 an, 33% également pour les 1 à 3 ans et 33%, c'est en train de mentir, il y a 50% à 1 à 3 ans et 25% de 3 à 5 ans. Et 25 également pour moins d'1 an. Avec plaisir. Alors, on va actualiser ces connaissances de suite avec une introduction. Sur le fait que je voudrais commencer par le fait qu'aujourd'hui, on peut constater en entreprise que les achats sont à la fois stratégiques et vulnérables. Stratégiques tout d'abord parce que 75% des gaz à effet de serre sont émis par les achats réalisés par les entreprises. Les achats de produits, les achats des investissements, les déplacements des personnes privées et professionnelles, les transports amont, aval et la gestion des déchets. C'est ce qui définit finalement le scope 3 du BGS. Et du coup, si on souhaite optimiser ce résultat, ça se fera forcément par la fonction achat ou par les achats, en traitant ces achats. Le deuxième point, les achats sont vulnérables.
Pourquoi vulnérable? On l'a vu avec les polycrises que nous subissons, crise économique, climatique, sanitaire, politique. Ces crises mettent en évidence la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Quand on voit que les chaînes d'approvisionnement s'arrêtent ou quand on voit les prix augmenter de façon drastique, on voit là la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Et du coup, la fonction achat est aussi stratégique et vulnérable parce que comme quand un fournisseur, quand une entreprise fournisseur fait l'objet d'un scandale fortement médiatisé du fait de son non-respect des droits de l'homme, du fait de ses conditions de travail légères, on va dire, c'est l'entreprise donneur d'ordre et particulièrement l'acheteur de cette entreprise qui va être pointé du doigt et qui va nous mener à parler de responsabilité des entreprises et de responsabilité des achats. Et du coup, le plan que je vous propose pour répondre à vos questions, vos interrogations finalement, c'est de définir la fonction d'achat responsable et de ce dont on parle quand on parle d'achat responsable aujourd'hui, de définir certaines contraintes légales et normatives qui nous mènent à mettre en œuvre des achats responsables dans nos entreprises, et de voir comment certaines entreprises mettent en œuvre les achats responsables et de donner certains outils pour vous aider à aller dans cette démarche, ou au moins à vous poser des questions. Alors, les achats responsables, qu'est-ce que c'est? Les achats responsables, c'est donc une grande variété de pratiques qu'on va développer avec nos fournisseurs dans des domaines variés tels que le management environnemental, la sécurité, la diversité, les droits de l'homme et la qualité de vie, l'éthique, les activités communautaires et philanthropiques. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de faire des achats verts, des achats sociétaux ou d'être éthique, c'est bien un ensemble de pratiques qu'on va mettre en œuvre en fonction des risques que l'on va porter et en fonction du secteur d'activité dans lequel on est finalement. On voit bien qu'on va développer donc différents axes et au niveau environnemental, on va pouvoir mettre en œuvre de l'éco-sourcing, c'est-à-dire préférer des ressources renouvelables, auditer nos fournisseurs sur des critères environnementaux, rechercher des fournisseurs locaux versus internationaux. On va avoir recours à l'éco-conception et à l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va favoriser la réutilisation des matériaux plutôt que d'utiliser des matériaux à usage unique. On va refuser les matériaux toxiques, réduire la consommation des matériaux consommés et la gestion des déchets, et enfin réparer et favoriser le recyclage. Au niveau des transports, on va optimiser le taux de chargement, réduire les trajets à vide, optimiser la distance parcourue et puis choisir des transports alternatifs tels que le rail ou les canaux quand c'est possible. Et enfin, mutualiser les commandes et choisir bien sûr des fournisseurs responsables. Un dernier point qui est très important, c'est la nécessité de connaître l'impact environnemental des produits qu'on choisit ou des fournisseurs avec lesquels on souhaite travailler via l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie des produits. Au niveau sociétal, on va mettre en œuvre différentes pratiques au niveau des achats. Éthique, tout d'abord, c'est notre combat de toujours, c'est-à-dire s'assurer que les fournisseurs avec lesquels on travaille, assurer à l'ensemble des fournisseurs avec lesquels on travaille une égalité des chances et de lutter contre la corruption. Au niveau social, c'est le fait de respecter les droits de l'homme et de faire respecter les droits de l'homme auprès de nos fournisseurs. Donc de lutter contre le travail forcé, le travail des enfants, l'absence de sécurité pour les travailleurs, le respect des horaires,
une rémunération décente, lutter contre toute discrimination, race, caste, genre, origine, religion, orientation sexuelle. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent vous sembler bizarres, mais en fonction de la culture de votre entreprise, française ou américaine, ben, il y aura des points qui seront plus à développer que d'autres. Évidemment. Et puis le sourcing éthique, on va s'assurer d'un sourcing éthique, c'est-à-dire qu'on va éviter de s'approvisionner dans des minerais de sang qui alimentent les zones de conflit armé. Voilà. Si on met en œuvre des achats responsables, c'est certainement pour plusieurs raisons, mais il y a une contrainte importante, c'est les lois et les réglementations. Donc il existe tout un panel de lois qui sont mis en œuvre au niveau national et des réglementations qui existent au niveau européenne. J'en ai sélectionné certaines d'actualité. Au niveau européen, on a la directive, la CSRD, Corporate Social Responsibility Directive, qui s'impose aux entreprises dès 2024. Donc les entreprises concernées sont les entreprises de 250 employés qui ont un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros ou un bilan de 20 millions d'euros. Ou toutes les entreprises cotées de plus de 10 personnes. Donc pour toutes ces entreprises, vous allez devoir définir un reporting durable, c'est-à-dire suivre un reporting extra-financier qui va pointer notamment sur 4 données achats. La gestion de la relation fournisseur, la détection de la corruption, les pratiques de paiement de fournisseurs et le travail fournisseur dans la chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si vous êtes une entreprise de 200 employés, puisque j'ai dit qu'il fallait 250 employés, vous n'êtes pas concerné? Ben oui, vous n'êtes pas concerné directement, mais surtout pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'à terme, cette réglementation, ne va pas s'adresser à un type d'entreprise plus large. Ça veut dire que cette directive, comme les autres lois que je vais vous présenter, présente des tendances qu'il faut connaître, parce que ça veut dire qu'à terme, on va tous être concernés par ces réglementations et ces contraintes. Au niveau national, donc vous avez bien compris qu'au niveau européen, on a des directives qui vont se confirmer à plus ou moins long terme au niveau national. Au niveau national, la France a été la première à mettre en œuvre le devoir de vigilance en 2017, c'est-à-dire que toutes les sociétés donneurs d'ordre étaient chargées d'identifier les risques qu'elles avaient au niveau de leur supply chain et de mettre en œuvre des actions pour pallier à ces risques avec leurs fournisseurs. Cette loi sur le devoir de vigilance, donc, impose de mettre en œuvre un rapport qui prouve l'identification des risques et la détermination d'actions pour répondre à ces risques. Elle est tellement importante qu'elle a été élargie au niveau européen en 2022 par la Diligence Duty, et du coup, désormais, l'ensemble des entreprises européennes ont cette obligation. On voit bien qu'il y a une harmonisation des pratiques. J'ai parlé tout à l'heure du scope 3 avec le Grenelle 2, donc c'est l'obligation de mettre en œuvre le BGS, le bilan des émissions de gaz à effet de serre dans toutes les sociétés, et de déterminer ce fameux scope 3, donc c'est le bilan carbone des achats, propres aux achats. La loi Macron sur la dématérialisation va concerner les entreprises en 2024 et les PME en 2026. Donc, on va devoir dématérialiser toutes nos factures à ces dates. Et enfin, j'ai choisi de vous parler de la loi AGEC qui met fin au plastique à usage unique d'ici 2040.
Donc, la multiplicité de ces textes annonce un contexte réglementaire à venir, comme je vous l'ai dit, pour les entreprises momentanément non concernées. Ça veut dire que, à mon avis, on ne peut pas se dire, bon, bah, pour l'instant, on n'est pas responsable, on n'est pas concerné, ça va, on verra plus tard. Faites attention parce que ça arrive de plus en plus vite. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'il y a des lois qui sont mises en place que forcément, aujourd'hui, le rythme est plus accéléré. Et du coup, soumis à l'ensemble de ces contraintes, la question c'est comment est-ce que je vais y aller? Alors, il y a des normes qui existent, et notamment la norme ISO 20400, qui définit des directives, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'une norme qui est certifiante, mais d'une norme qui va dicter des directives pour aider les entreprises à mettre en œuvre des achats responsables. Alors premièrement, une remarque assez intéressante sur son nom. La norme ISO 20400 est donc une norme internationale et elle s'appelle en anglais Sustainable Procurement. Et si vous voyez sur vos slides, vous voyez qu'elle va être traduite par les achats responsables. Alors, c'est pas qu'on est vraiment nul en France et qu'on ne sait pas traduire Sustainable Procurement, c'est qu'on a décidé qu'au niveau français, les sociétés, encore une fois, devaient porter une responsabilité. Et du coup, on va la traduire par achat responsable. Donc, cette norme, elle normalise la responsabilité de l'acheteur en interne et vis-à-vis de ses fournisseurs et donneurs d'ordre. Elle est largement utilisée par les entreprises, notamment pour se préparer au label Relations fournisseurs et achats responsables. Alors ensuite, parmi vous, il y a 75% d'entre vous qui n'ont pas encore été vers les achats responsables. De façon plus globale, vous voyez que 48% d'entreprises mènent en place une politique achat responsable depuis plus de 5 ans. J'ai pris ces statistiques à partir d'une étude qui a été réalisée par l'Observatoire des achats responsables en 2023, donc c'est assez actualisé. Mais on voit aussi qu'il y a 12% d'entreprises qui n'y sont pas allées sur 312 répondants. Thomas ? Alors du coup, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment mettre en œuvre des achats responsables. Je pointe encore sur l'étude OPSAR pour voir globalement comment les entreprises s'y prennent pour aller dans ce sens. Alors à 78%, la première action qui est mise en œuvre, c'est d'identifier les enjeux achats responsables et RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors c'est parce que c'est un point très important que je vais revenir dessus tout à l'heure pour vous donner quelques outils pour vous aider à aller dans ce sens-là si certains d'entre vous décident de prendre cette voie-là. 62% des entreprises choisissent de définir une charte achat responsable. Qu'est-ce que c'est une charte achat responsable ? C'est une communication d'une politique interne. On va décider de mettre en œuvre des achats responsables et d'une certaine façon, alors on souhaite communiquer à ses fournisseurs les directions qu'on souhaite prendre. La critique qui est faite par nombre d'entreprises, c'est que finalement la charte responsable a une valeur légale faible et que le travail nécessaire pour faire signer et pour engager nos fournisseurs dans ce sens-là est finalement hyper chronophage et qui représente pas finalement, donc comme je viens de le dire, la valeur légale de ce document. Du coup, même si à aujourd'hui la charte des achats responsables est à 62% un outil utilisé, peut-être que compte tenu du travail nécessaire pour le mettre en œuvre, ça va être un document avec une moindre priorité, on va dire. 60% des entreprises rédigent une politique interne. 47% des entreprises
cartographie les enjeux RSE. Alors forcément, il y a un lien entre l'identification des enjeux achats et la cartographie, qui va illustrer finalement ces enjeux. 45% des entreprises mettent en place un processus formalisé et 35% s'engagent, donc adressent une communication avec des indicateurs chiffrés. On va faire un focus sur finalement les éléments les plus utilisés pour vous montrer de quoi on parle concrètement. La première étape indispensable quand on souhaite mettre en œuvre des achats responsables, c'est forcément s'assurer que notre direction va dans ce sens-là et met en œuvre une stratégie responsable. Et donc, parce que, alors c'est vrai que j'ai vu le contraire, j'ai vu en entreprise des entreprises qui mettaient en œuvre des achats responsables alors que leur patron n'y croyait pas. Mais c'est plus compliqué, forcément. C'est plus facile, c'est plus logique d'aligner des stratégies et d'appliquer aux achats une stratégie dictée par son board. Dans cette optique-là, la première étape, c'est d'identifier les enjeux achats et RSE, donc toujours responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire de faire un état des lieux. À cette étape-là, on va s'intéresser à l'ensemble des contraintes, des menaces qui poussent notre entreprise à aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que nos clients, et comment? À quel niveau? Quel est l'impact? Quels sont nos risques? Donc on va faire une sorte de SWOT pour identifier nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et menaces qui nous poussent à aller dans ce sens-là. Et du coup, par rapport à l'ensemble de ces risques qu'on aura identifiés, on pourra passer à une roadmap que je vais vous montrer dans un instant, juste pour vous préciser que ce document, le SWOT, il a été développé par l'ADEME et du coup, il est disponible sur le site de l'ADEME gratuitement. Donc, vous avez tout un fichier Excel avec plusieurs onglets qui peuvent vous aider à faire cet état des lieux. Donc, après cet état des lieux, et toujours en lien avec la stratégie de l'entreprise, on va proposer une roadmap, un plan opérationnel à court, moyen et long terme, et par rapport aux axes sur lesquels on aura décidé de travailler. Donc là, j'ai mis un exemple de matrice au tableau. Si on décide de travailler sur la relation fournisseur, ça va être un axe sur lequel on va devoir décliner des actions, l'environnement, l'aspect sociétal et l'aspect gouvernance. Donc on va déterminer les axes sur lesquels on souhaite travailler, les axes responsables sur lesquels on souhaite travailler, et ensuite à court, moyen et long terme, on va déterminer des actions qui répondent à nos risques identifiés dans l'état des lieux. L'ensemble de ces points doivent être mesurés pour pouvoir identifier une performance de l'action et une performance globale de l'axe. Et du coup, grâce à cet outil, on dispose d'un véritable plan opérationnel mesuré à partir duquel on peut communiquer ou en tous les cas, on peut piloter sa stratégie achat. Et ensuite, bien entendu, au quotidien, on va pouvoir intégrer des caractéristiques responsables dans l'ensemble de nos outils propres aux achats. Nos premiers outils et donc de notre process. Donc là, notre première étape dans nos process, c'est le sourcing. Quand on fait du sourcing, on va pouvoir intégrer, si vous faites des RFI, des Requests for Information, des critères responsables. Et puis, si on souhaite auditer nos fournisseurs avant de travailler avec eux, on va s'enquérir de leurs responsabilités ou des risques qu'on va avoir à travailler avec eux. Donc des risques, encore une fois, environnementaux, sociétaux et éthiques qu'on pourrait avoir à travailler avec eux. On va pouvoir intégrer dans notre cahier des charges, encore une fois, des critères responsables. Alors, je vous rappelle que le cahier des charges, c'est notre premier document contractuel sur lequel on va
qui présente une garantie, en fait, vis-à-vis de nos attentes et par rapport à nos fournisseurs. Donc, plus on va être précis dans nos attentes, plus on va définir les risques fournisseurs, plus on va se prémunir contre ces risques dans le cahier des charges. La sélection des fournisseurs peut intégrer tout ou partie des critères responsables. Ça veut dire que ça peut être un critère ou ça peut être 100% des critères. On souhaite travailler qu'avec des solutions responsables. Et au niveau des contrats d'achat, si certains d'entre vous en mettent en œuvre, on va pouvoir encore une fois intégrer des critères responsables ou des attentes pour améliorer la performance de nos fournisseurs dans ce sens-là. Donc, on voit bien qu'en fait, à tous les stades de notre process achat, audit, cahier des charges, sélection des fournisseurs, contrat, on va pouvoir intégrer des critères qui vont nous pousser à mener des actions plus ou moins responsables. C'est-à-dire que l'intensité de cette stratégie n'est pas la même dans toutes les entreprises, parce que le risque n'est pas le même. Les contraintes légales ne sont pas les mêmes. Et c'est en fonction de ces contraintes qu'on va devoir parsemer plus ou moins d'actions responsables. Et puis, en conclusion, il n'y a pas de bonne action responsable ou de meilleure action responsable. En fait, il faut vraiment qu'on aligne au niveau de l'entreprise une même stratégie, une même intensité de stratégie. Et il faut toujours commencer par un petit pas pour en faire des plus grands. Voilà. Je laisse la main à Céline, je pense. Merci, Karen. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat situé à droite de votre écran. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de partager vos expériences, nous faire part de vos expériences. Si vous avez déjà mis en place une organisation chez vous, dans votre entreprise. Dans les stats initiales, il y avait 15% d'entre vous qui avaient justement mis en œuvre des achats responsables. Est-ce que c'était par contrainte? Est-ce que c'était par volonté? Oui, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences directement dans le chat pour qu'on puisse en prendre connaissance et les partager tous ensemble. Alors, en attendant vos questions, je vous parlais tout à l'heure d'une entreprise qui m'avait fait intervenir chez elle pour former ses acheteurs parce qu'elle souhaitait avoir des ambassadeurs des achats responsables. Et la formation lui semblait indispensable, du coup, parce qu'on ne pouvait être ambassadeur qu'en sachant de quoi on allait parler à ses fournisseurs. Et c'est cette même entreprise pour qui la direction ne semblait pas être sensibilisée à cette problématique. Mais en fait, pour répondre à des besoins des clients, les achats avaient mis en place des actions, en fait, pour assurer les clients que les achats étaient conformes à certaines normes et à certaines contraintes responsables. Voilà. Donc, le classique veut que ce soit nos patrons qui nous disent ce qu'on a à faire, mais parfois, les enjeux dépassent et ce sont nos clients qui vont dicter nos actions et nos stratégies. Alors, nous avons reçu, Karen, une question de la part de Caroline. Nous venons de mettre en place une charte éthique dans nos cahiers des charges. Nous l'avons téléchargée sur Ecovadis, mais ils nous disent que cela est insuffisant. Que nous conseillez-vous de rajouter? Que pouvons-nous mettre en place en complément? Si Ecovadis vous dit que c'est insuffisant, ils ont dû vous faire des critiques plus détaillées. Ils ont dû vous dire à quel niveau la charte éthique n'était pas assez éthique. Ils n'ont pas mis des commentaires? Caroline, si vous pouvez préciser dans le chat si vous avez reçu les compléments d'information de la part d'Ecovadis.
Non, elle répond, on n'a pas plus de détails. Je suis hyper surprise parce que donc Ecovadis est un organisme qui met des notations extra-financières, donc sur nos actions responsables, et ils vont nous noter nos performances, la performance des entreprises extra-financières. Et de ce que j'ai vu, en général, ils critiquent. C'est pas juste, voilà, ils donnent des commentaires. Donc là, je suis surprise, mais j'entends ce que vous dites, Caroline. Mais la meilleure des choses, ce serait que je la lise, votre charte, pour vous donner mon avis, ou alors, en attendant, j'imagine que vous l'avez fait lire à d'autres personnes parce que elle semble pas assez engagée, en fait. Le problème avec les actions responsables, c'est de dissocier le greenwashing des actions sincères, profondes, et peut-être que les informations que vous avez mises dans votre charte sont trop légères. Manque d'engagement, peut-être, c'est une hypothèse, parce que j'ai pas lu votre document. Tu invites Caroline à se rapprocher d'Ecovadis pour avoir plus de précision, oui, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais, merci, c'est ça. D'accord. Il y a Natacha qui nous dit, dans mon entreprise, nous avons dématérialisé l'envoi des commandes en 2016, l'envoi des factures en 2020, une charte éthique en 2020 et une politique RSE en 2022. Donc Natacha a réalisé beaucoup d'engagement dans son entreprise depuis 2016 en fait. Ouais, donc on voit que la dématérialisation des factures et des commandes, c'est très bien parce que on y passe tellement de temps. J'ai envie de dire, on y perd tellement de temps. Donc, suivre les contraintes de la loi Macron, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est un facilitateur pour nous permettre de travailler mieux? En tous les cas, on voit bien que ça a été les 2 premières étapes de votre stratégie, et je le comprends, parce que ça nous permet à la fois de répondre à des contraintes et à la fois d'améliorer notre performance. Et ensuite, vous avez mis en place... Donc, on voit bien que les choses, vous les faites pas à pas et que c'est gagnant-gagnant, en fait, parce qu'on gagne en performance et on répond à des contraintes, entre guillemets, responsables. Merci, Natacha. Donc, c'est un beau partage d'expérience, en effet, tout à fait. Leslie, alors une question de Leslie. Pouvez-vous rappeler la jurisprudence en matière d'intégration de critères RSE pour l'analyse des offres dans les marchés publics, outils mis en œuvre pour analyser de manière objective les offres? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas fait un focus marché public parce qu'avec le code des marchés publics est très spécifique par rapport à ses obligations. Alors, si vous voulez que je vous réponde précisément, il faut que je regarde mes anti-sèches. Natacha, qui nous partage également son expérience, nous essayons de mettre en place des groupages de livraison ainsi que de favoriser les fournisseurs de proximité afin de limiter les décarbonisations dès que possible. La décarbonisation dès que possible. Je suis ravie de voir comme ça des actions qui sont mises en œuvre par les fonctions achats. Bien sûr, dans la mesure du possible, le plus simple, c'est d'acheter local, évidemment. Alors, le secteur public, il est touché et concerné par plusieurs lois. Il est concerné notamment par l'EGalim, l'alimentation saine et durable. Ça, c'est si vous êtes avec... comment on appelle ça, si vous avez des cantines ou si vous êtes concerné par des cantines ou par de l'alimentation. Et vous êtes notamment contraint d'intégrer dans vos cahiers des charges des clauses sur la circularité et sur la loi AGEC. En fait, elle vous concerne davantage. Vous devez plus favoriser le recyclage des matériaux, de mémoire. Ou la réutilisation des matériaux. Les lois ne sont pas du tout les mêmes forcément, c'est ce que je disais, en fonction des secteurs d'activité et du fait que, et si vous êtes en public ou en privé. Il y a Emma qui répond à Caroline par rapport à sa question.
sur les préconisations d'Ecovadis. Et donc, Emma a répondu que pour Ecovadis, vous pouvez regarder les modules Ecovadis Academy qui donnent des conseils sur tous les documents, tels que mots-clés, signature, direction, date de la charte. Ecovadis, quoi t'as dit, Céline? Ecovadis Academy. Académie. Académie, M-Y à la fin. Alors Corinne qui te pose une question, comment s'organisent les entreprises qui mettent en place une vraie politique RSE? Elle demande quelles sont les formations, est-ce qu'il y a une équipe dédiée ou autre dispositif à mettre en place? Vraiment, dans ce que j'ai observé, alors j'interviens surtout dans des petites structures, des PME, qui vont avoir quelqu'un de la qualité qui va s'occuper de la RSE ou pas. Dans l'exemple là dont je vous parlais, c'était vraiment le directeur achat qui avait pour cœur de porter ces actions. Donc il y a de tout en fait. Il y a de tout. Heureusement, ça repose sur les gens, évidemment. Ça repose sur les personnes qui font partie, les personnes, leurs croyances. Tu préconises d'organiser, de désigner une équipe Pardon. qui sera dédiée. Tu préconises de mettre en place une équipe dédiée? Je ne peux pas préconiser parce que tout dépend des ressources qui vont être disponibles. Mais évidemment, si on a il nous faut obligatoirement obligatoirement, non, pas forcément. Parce que je vous ai donné un contre-exemple. J'allais dire, il nous faut des ordres et des précisions de notre direction, parce que sinon, ça va être comme Don Quichotte, hein, qui va brasser du vent. Mais je vous ai donné un contre-exemple. Je vous ai donné l'exemple d'un directeur achat qui portait vraiment ça à cœur et qui, pour répondre à des problématiques clients, avait décidé de porter ses valeurs. Pour moi, c'est vraiment une nécessité. Aller vers les achats responsables, c'est une nécessité. Parce que contrainte par la loi et pour tout ce que ça représente. Ça veut dire que tôt ou tard, on devra y aller. Donc, soit notre patron nous dit d'y aller et on y va, tant mieux, parce qu'on y va main dans la main, soit notre patron ne ressent pas cette priorité, cette urgence, et vous avez intérêt de le ressentir, parce que au final, ça va vous retomber dessus, et il faudra mettre en œuvre des actions un petit peu comme ça, de façon étourdie. Je sais plus, je crois que c'était Caroline qui nous disait l'ensemble des actions qu'elle avait mises en œuvre. On voit bien qu'elle les a mises de façon séquentielle, les unes après les autres, tranquillement. Ça veut dire que quand on fait les choses tranquillement, forcément, on va les faire avec plus de cœur parce qu'on a plus de temps, plus pleinement. D'ailleurs, on a Natacha qui répond à Corinne et qui nous précise que de son côté, elle a mis en place de petits groupes de travail avec des pilotes afin de faciliter la démarche. Nous sommes une entreprise de 350 salariés et autour de 1000 personnes au niveau groupe, ce qui facilite la démarche. Bien sûr, il est indispensable de concerner les équipes. On ne peut pas faire ça tout seul, sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Donc effectivement, concerner plusieurs services par ces problématiques, monter des choses ensemble, c'est indispensable. Natacha qui nous précise également, pour la dématérialisation des commandes, nous avons gagné beaucoup de temps et d'argent par l'économie, entre autres sur les frais, hein, précise, timbre, enveloppe, papier, depuis 2 ans. Et nous utilisons DocuSign pour la signature des commandes afin de rester dans le cadre juridique. Super. Merci pour ce témoignage, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que ce que vous soulignez, Natacha, c'est ça, c'est que on respecte toujours notre contrainte numéro 1. Nous, les acheteurs, on est quand même là pour faire des économies, c'est quand même notre fonction première. Vient s'ajouter d'autres fonctions plus nobles, entre guillemets, entre 50 guillemets, hein, vraiment. Mais du coup, c'est bien, parce qu'en fait, on couvre l'optimisation des coûts et d'autres aspects dans notre fonction. Donc, on voit bien qu'on peut être responsable et rentable. Donc, c'est bien ça. Il y a Stéphanie qui nous pose une question. Quel est le logiciel pour la signature des contrats dans le cadre juridique SVP?
Alors, je pense que c'est le DocuSign dont tu as parlé. Ça existe. Beaucoup d'entreprises. Natacha, c'est un logiciel effectivement qu'on peut acquérir. Pardon, Karen? Non, je confirmais que ce document ce logiciel, cet outil est beaucoup utilisé par les entreprises et qui fonctionne très bien. Et pas seulement aux achats, hein, c'est utilisé aussi au niveau des RH pour la signature de contrats. Voilà. Ça permet la dématérialisation des documents. Alors, vous avez à l'écran donc une offre spéciale qui vous est proposée par M2I Formation. Donc, c'est une formation qui est animée par Karen. Donc, vous avez vu que Karen est vraiment une experte du sujet et elle n'hésite pas à se documenter et même si elle n'a pas l'information tout de suite, elle ira toujours la chercher. C'est ce que nous apprécions particulièrement auprès de nos... Il s'agit d'une formation de 3 jours, mettre en place des achats responsables et durables. C'est une formation qui sera également proposée l'année prochaine en 2024 sur 2 jours, puisque en temps normal, nous l'organisons plutôt sur 3 jours en intra-entreprise, je crois, Karen, et sur 2 jours en inter-entreprise. Tu peux nous en dire plus sur cette formation que tu animes? Oui. À qui elle s'adresse et quels sont les objectifs pédagogiques visés? Donc, elle s'adresse essentiellement à des acheteurs parce qu'on est sur 3 jours et qu'on va vraiment toucher pendant ces 3 jours des outils qui vont vous permettre de mettre en œuvre des achats responsables. Donc, on est plus que sur de la formation. Là, on est sur de la forme action. C'est-à-dire que je vais vous donner les outils pour comprendre de quoi vous allez parler, de ce que vous allez mettre en œuvre. Et ensuite, en fonction de vos attentes qu'on aura préalablement identifiées, on travaillera sur des cahiers des charges que vous avez à développer, sur une charte fournisseur, sur un plan d'action, sur tous les outils que je vous ai présentés. Mais on n'est pas sur de l'étude de cas, là on est sur vos outils que vous souhaitez améliorer. Donc on est entre la formation et le coaching personnalisé. C'est pour ça qu'on préfère le faire en intra, pour qu'on puisse vraiment partager vos problématiques et trouver des solutions ensemble. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle s'adresse particulièrement à des achats, mais j'ai eu des personnes de la qualité ou qui étaient en charge de mettre en œuvre justement ces stratégies RSE qui venaient à des moments dans la formation. Quand c'est en intra, on peut tout se permettre. Et du coup, on est beaucoup plus flexible et réactif par rapport à vos attentes. Voilà. C'est une formation qui fonctionne, comme vous le voyez, parce que on va vraiment vous donner des outils à mettre en œuvre au lendemain de mon départ. Donc c'est bien. Formation très pratico-pratique. Oui. D'ailleurs, Natacha qui t'interroge en termes de décarbonisation, quelles seraient les étapes à mettre en place? Nous travaillons sur ce sujet, mais il est difficile de quantifier les kilomètres parcourus au niveau des fournisseurs de rang 2. Ben, c'est ce que j'allais vous dire tout de suite, c'est l'ACV. L'analyse du cycle de vie est un outil complexe, mais à maîtriser pour valoriser nos émissions carbone. Donc, c'est des compétences très particulières. On n'est pas dans cette formation-là. On est vraiment sur des compétences pour calculer, c'est exactement ce que vous dites, les émissions carbone qui correspondent à toutes les lignes du BGS. Donc, pour le BGS, on a 3 scopes, le 1, 2, 3. C'est le 3e, comme je vous ai expliqué, qui concerne la fonction achat. Sur ce scope 3, on a à peu près 12 lignes, je crois, de mémoire. Je ne suis pas sûre. Et il y a des logiciels et des bases de données qui vont nous permettre d'identifier les émissions carbone correspondant à nos comment dire, à notre entreprise. Voilà. Donc, c'est l'analyse du cycle de vie du produit, l'ACV. Natacha, est-ce que Karen a répondu à votre question? Est-ce que ça vous... Alors, en attendant que Natacha nous réponde dans le chat, donc la formation qu'on vient de vous présenter, que vous a présenté Karen, mettre en place des achats responsables et durables. Donc, grâce au code qui s'affiche à l'écran, vous bénéficierez de 20% sur toute inscription.
Donc, ça ne veut pas dire que c'est par entreprise, mais c'est vraiment toute personne, tout participant qui s'inscrira à cette formation. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes par entreprise. Vous communiquez ce flash MGT-achat pluriel et vous aurez droit à 20% de remise sur cette formation. Donc, des dates qui vous sont proposées, vous les trouverez également sur notre site M2I Formation, avec des dates dès le mois de décembre, mais également sur février et sur mars, pour pouvoir vous inscrire. En décembre, c'est du 11 au 13 décembre. On a Corinne qui nous pose également une question pour la décarbonisation. Comment font les entreprises pour mesurer les émissions carbone? Y a-t-il des personnes dédiées? Alors, franchement, je ne sais pas. Le problème de ces émissions, c'est qu'on est sur des données extra-financières. Donc, c'est pas je sais pas, c'est différent. Voilà, chaque entreprise trouve les ressources où elle le peut. Donc, je recommence. Ces données sont des données extra-financières. Donc, alors qu'avant, on devait donner des informations sur nos comptes, aujourd'hui, on doit aussi rendre des comptes sur des données extra-financières. Et du coup, dans certaines entreprises, ce sont les comptables. Dans d'autres, ce sont les informaticiens qui ont mis en œuvre des bases de données pour aller chercher l'information où c'était nécessaire. Et dans d'autres, ce sont les acheteurs. Voilà. Le BGS, il est très clair. Le tableau du BGS que je montrerai à Natacha avec plaisir, il est disponible de toute façon sur Internet. Donc le BGS, c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre qui s'imposent aux entreprises et qui détermine toutes les lignes qui vont concerner la fonction achat, qui vont concerner les achats faits par les entreprises. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les déplacements personnels, professionnels, la gestion des déchets, les achats de matériaux, les achats d'investissement, les transports des marchandises amont-aval. Et donc chacune de ces natures, d'accord, d'émissions carbone représente une ligne et vous devez aller identifier dans chaque ligne vos consommations carbone. Et qui le fait? Ça dépend des ressources qu'il y a dans l'entreprise. Ça, c'est sûr. Il y a Caroline qui partage également son expérience. Elle nous met: on vient de lancer notre bilan et on fait appel à un cabinet en Bretagne pour nous aider. On a engagé les démarches avec les services tels que les achats, production, comptabilité et la direction. Voilà. Merci. Emma qui nous répond: Corinne, pour une grande entreprise, voire groupe, vous pouvez faire appel à un cabinet extérieur, sinon c'est trop lourd. Pour une PME, une personne peut être formée et le faire en interne. Bon, c'est des compétences d'ingénieur là par contre. Hein. On est sur l'ACV. L'ACV, c'est des compétences d'ingénieur qui sont enseignées dans ce type d'école. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous avez une dernière question, on y répondra avec grand plaisir. Merci Karen, en tout cas, pour ton animation. Avec plaisir. Tu nous a donné beaucoup de pistes très intéressantes que les participants pourront explorer grâce à cette première base de réflexion. Pour aller plus loin, vous l'avez compris, nous vous invitons à suivre et à vous inscrire à notre formation Mettre en place des achats responsables et durables. Notre webinaire se termine. Je vous remercie à toutes et tous de nous avoir suivis, d'avoir participé, d'avoir échangé vos expériences et posé vos questions. Encore merci Karen, merci à toi Thomas. Merci à vous. Pour l'assistance technique. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée.